Imaginez un instant que vous vous réveillez demain matin, et que rien n'a changé. Votre vie est exactement la même qu'hier. Vos rêves? Les mêmes. Vos frustrations? Les mêmes. Votre potentiel? Toujours inexploité. Vous vous dites peut-être, ce n'est pas grave, ça viendra. Un jour quelqu'un va m'aider. Un jour, les choses vont changer. Mais ce jour n'arrivera jamais. Personne ne va frapper à votre porte avec une baguette magique. Personne ne va vous sauver. La vérité que personne ne veut vous dire, si vous ne vous prenez pas en main aujourd'hui, rien ni personne ne le fera pour vous. Alors posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à continuer d'attendre, ou êtes-vous prêt à tout changer maintenant? Parce que si vous choisissez d'agir, chaque seconde de votre vie va commencer à se transformer. Dans cette vidéo, je vais te parler sans langue de bois. Je vais te dire des vérités que personne n'ose te dire. Si ce genre de vidéo te parle, abonne-toi pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Principe 1. Personne ne va venir vous sauver. Il y a quelques années, un ami à moi, Karim, passait ses journées à dire « Frère, dès que j'ai le bon contact, dès que j'ai un investisseur, dès que quelqu'un croit en moi, je vais exploser. » Il parlait toujours de ce moment magique où quelqu'un allait débarquer et changer sa vie. Il imaginait une rencontre fortuite dans un café avec un mentor, un patron, un ange gardien qui lui dirait « Viens avec moi, je vais t'ouvrir toutes les portes. » Mais les mois passaient. Les années passaient. Et ce jour n'arrivait jamais. Parce qu'il ne se passera jamais. Imaginez que votre vie soit un bateau. Vous êtes échoué sur une plage, et votre coque prend l'eau. Vous vous dites « C'est pas grave, un jour, un autre bateau passera et me remorquera. » Le problème, c'est que les autres bateaux sont occupés à naviguer pour atteindre leur propre destination. Et même si l'un d'eux vous croise, il ne pourra que vous donner un conseil ou un outil. Mais ramer à votre place? Jamais. Personne ne peut ramer à votre place. Peut-être que vous vous surprenez à penser « Oui mais, si j'avais eu une famille plus riche, si j'avais grandi dans un autre pays, si quelqu'un m'avait donné une chance. » Ce dialogue interne est un piège. Parce que pendant que vous répétez ce discours dans votre tête, vous renforcez l'idée que votre vie ne dépend pas de vous. Et tant que vous pensez comme ça, vous ne bougez pas. Regardez autour de vous. Les gens qui ont vraiment changé leur vie ont commencé avant d'avoir tout ce qu'il fallait. L'entrepreneur qui lance sa première boutique en ligne avec 50 € et un téléphone cassé. L'artiste qui dessine la nuit après son boulot, au lieu d'attendre plus de temps libre. L'étudiant qui apprend une langue étrangère gratuitement sur Internet, au lieu d'attendre de payer un professeur. Ils ne se sont pas assis en attendant que quelqu'un frappe à leur porte. Ils ont compris que l'aide arrive souvent après qu'on ait commencé, jamais avant. Un jour, Karim a fini par comprendre. Il a arrêté d'attendre un sauveur, et a décidé de se sauver lui-même. Il a commencé petit, un carnet, un plan, une action par jour. Et là, devinez quoi? Les contacts, les opportunités, les investisseurs, ont commencé à apparaître. Pas parce qu'il l'avait trouvé par hasard, mais parce qu'il bougeait. Si vous comprenez ça, vous réalisez que la prochaine étape, c'est d'arrêter de trouver des excuses. Parce que oui, votre sauveur ne viendra pas. Mais votre pire ennemi, c'est souvent vous. Principe 2. Personne ne se soucie vraiment de vos excuses. La vérité, c'est que le monde avance. Avec ou sans vous. Vos amis peuvent compatir. Votre famille peut comprendre. Mais au fond, personne ne se lèvera la nuit en se disant « Il faut absolument que je réussisse à sa place, parce qu'il a une bonne excuse. » Un jour, j'ai discuté avec un gars, Julien, qui me disait « Je pourrais lancer mon projet, mais je n'ai pas assez de temps. Je pourrais changer de boulot, mais je ne connais personne dans le milieu. Je pourrais faire du sport, mais je suis trop fatigué après le travail. » Chaque phrase commençait par « je pourrais, mais ». Et chaque « mais » était un cadenas qui le retenait au même endroit. Imaginez un pompier qui arrive devant un immeuble en flammes. Un enfant est coincé à l'intérieur. Il ne va pas dire « Désolé, je ne peux pas y aller, il pleut, et j'ai mal au genou. » Non. Il agit. Parce qu'il sait que les excuses ne sauvent personne. Vos excuses sont peut-être vraies. Peut-être que vous avez grandi dans un environnement difficile. Peut-être que vous avez commencé avec moins que les autres. Mais voici la dure réalité. Le monde ne vous doit rien. Personne ne va mettre votre vie sur pause pour attendre que vous soyez prêt. Si vous pensez que les excuses vont attendrir la vie,
C'est comme si vous croyiez qu'un lion, dans la savane, allait épargner une gazelle parce qu'elle est blessée. La vie est ce lion. Elle ne s'adoucit pas pour vos blessures. Julien a fini par comprendre que chaque fois qu'il répétait ses excuses, il se convainquait lui-même de rester petit. Il a arrêté de dire « je pourrais », mais... Il a commencé à dire « je vais », même si... Je vais lancer mon projet, même si je n'ai qu'une heure par jour. Je vais apprendre ce métier, même si je ne connais personne. Je vais m'entraîner, même si je suis fatigué. Et petit à petit, les même si ont remplacé les mais. Et sa vie a commencé à changer. Le jour où vous arrêtez de justifier votre inaction, vous reprenez le contrôle. Parce que les excuses peuvent sembler protégées. Mais en réalité, elles vous enferment. Et quand vous détruisez vos excuses, vous ouvrez enfin la porte à l'action. Principe 3. Personne ne croit en vous, jusqu'à ce que vous réussissiez. La première fois que j'ai parlé de mon projet à mes proches, j'ai vu ce regard. Celui qui dit « oui oui, on verra bien ». Pas de méchanceté. Pas d'encouragement non plus. Juste ce mélange de scepticisme et de politesse qui cache. On ne pense pas que tu vas y arriver. Et au début, ça pique. On se dit, pourquoi ils ne me soutiennent pas? Mais avec le temps, j'ai compris. Les gens ne croient pas aux idées. Ils croient aux résultats. Imaginez un enfant qui dit à ses parents, « Un jour, je serai champion du monde de boxe. » Ils vont sourire, lui dire, « C'est bien, mon fils. » Mais au fond, ils ne vont pas appeler la presse pour annoncer la nouvelle. C'est normal. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ce n'est qu'une phrase. Vous pouvez répéter vos rêves à tout le monde. Mais tant qu'il n'y a rien de concret, il reste juste des sons dans l'air. Les gens croient ce qu'ils voient, pas ce qu'ils entendent. Et ce n'est pas de la méchanceté. C'est juste de la survie mentale. Si on croyait profondément à chaque promesse, chaque plan, chaque rêve qu'on nous raconte, on serait déçu en permanence. Le moment où tout change, c'est quand vous agissez sans attendre leur validation. Vous bossez en silence. Vous construisez pierre par pierre. Et un jour, vous leur montrez un mur terminé là où, hier encore, il n'y avait que de la poussière. C'est à ce moment-là que les regards changent. Les mêmes qui disaient « Faites attention » vous diront « Je savais que tu pouvais le faire ». Et ça, c'est presque drôle. Alors ne perdez pas d'énergie à convaincre tout le monde. Convainquez votre futur vous. Parce que le monde croit aux vainqueurs. Mais il ne parie jamais sur eux au départ. Le respect, la confiance, l'admiration. Ça ne se demande pas. Ça se prend. Principe 4. Accepte ce que tu ne peux pas contrôler et reprends la maîtrise de ton énergie. Il y a des jours où la vie te frappe si fort que tu as l'impression de ne plus avoir de contrôle sur rien. Une mauvaise nouvelle tombe. Un projet sur lequel tu travaillais depuis des mois s'effondre. Une personne en qui tu avais confiance te déçoit. Dans ces moments-là, ton esprit veut s'accrocher, lutter, ruminer. Tu veux refaire la scène dans ta tête 1000 fois, imaginer ce que tu aurais pu dire, ce que tu aurais pu faire. Mais les stoïciens avaient compris une vérité dure et simple. Plus tu te bats contre ce qui est déjà arrivé, plus tu t'épuises pour rien. C'est comme essayer de retenir l'océan avec tes mains. Tu peux y mettre toute ta force, l'eau passera toujours entre tes doigts. Sénèque disait, il est insensé de se plaindre de la réalité, car elle ne se pliera pas à tes gémissements. Cela ne veut pas dire être passif, ni tout accepter sans réagir. Cela veut dire être lucide. Quand une situation échappe à ton contrôle, tu as deux options. Gaspiller ton énergie à la combattre, ou l'utiliser pour t'adapter, t'ajuster, et avancer autrement. Imagine un navigateur en pleine tempête, il ne peut pas arrêter le vent ni calmer les vagues, mais il peut ajuster ses voiles, changer de cap, et survivre. La mer ne change pas, mais lui, oui. Pose-toi cette question, combien de ton énergie mentale part chaque jour dans ce que tu ne peux pas changer? Combien d'heures à ressasser une erreur passée, à vouloir changer le comportement d'une personne, à espérer que le monde soit différent? Chaque minute que tu investis dans ce combat perdu d'avance est une minute que tu n'investis pas dans ta croissance, ta paix et ta puissance intérieure. Les stoïciens nous invitent à faire un tri radical. Ce qui dépend de moi, je m'en occupe avec toute ma force. Ce qui ne dépend pas de moi, je le laisse aller sans me détruire avec. Tu veux un exemple concret? Imagine que tu es en retard à cause d'un embouteillage monstrueux. Tu as deux choix. Soit tu t'énerves, tu klaxonnes, tu insultes le trafic dans ta tête, et tu arrives à ton rendez-vous déjà vidé de ton énergie.
Soit tu acceptes que le trafic ne bougera pas plus vite parce que tu es en colère. Tu respires. Tu mets un podcast inspirant. Tu utilises ce temps pour réfléchir à tes projets, ou simplement pour te calmer. Le trafic est le même dans les deux scénarios, mais ton état intérieur est totalement différent. Cette discipline, elle commence dans les petites choses. Chaque fois qu'un événement te contrarie, demande-toi, est-ce que j'ai un pouvoir sur ça? Si la réponse est oui, agis. Si la réponse est non, lâche. C'est contre-intuitif, parce que ton ego veut croire qu'il contrôle tout. Mais plus tu acceptes cette vérité, plus tu redeviens maître de toi-même. Et un esprit qui se maîtrise, même dans le chaos, est un esprit qui ne peut pas être brisé. Principe 5. Ne te plains jamais, même en silence. Il y a une phrase que j'ai entendue un jour, et qui m'a frappé comme un coup de tonnerre. Chaque fois que tu te plains, tu répètes à ton esprit que tu es une victime. C'est exactement cela que les stoïciens refusaient. Pour eux, la plainte est comme un poison lent. Elle semble soulager sur le moment, mais elle épuise la force intérieure. Tu crois que tu exprimes juste un ressenti, mais en réalité, tu renforces ton impuissance. C'est comme si, à chaque soupir ou chaque plainte, tu creusais un trou dans lequel ta dignité s'enfonce un peu plus. Marcus Aurelius écrivait dans ses pensées pour moi-même, ne parle pas des choses qui t'accablent comme si elles étaient insurmontables, parle plutôt de la manière dont tu les affrontes. Autrement dit, ne sois pas le narrateur de ta misère, sois l'acteur de ta victoire. Imagine un soldat sur un champ de bataille, blessé à la jambe. Il pourrait hurler à tout ce qu'il souffre, qu'il ne peut plus avancer. Mais ce soldat stoïcien serre les dents, ramasse son épée, et continue à marcher. Pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il a compris que se plaindre ne fait pas reculer l'ennemi. Ce soldat, c'est toi, chaque fois que la vie te frappe. Te plaindre, c'est tendre ton arme à l'adversité et lui dire « Tiens, finis le travail ». Refuser de te plaindre, c'est te donner une chance de gagner encore un pas, encore une heure, encore un jour. Il faut bien comprendre que ne pas se plaindre ne veut pas dire tout garder en soi, au point de se détruire. Il y a une nuance. Les stoïciens ne prenaient pas le mutisme émotionnel, mais la transformation. Par exemple, au lieu de dire « tout va mal », tu peux dire « c'est difficile, mais je cherche la solution ». Cette reformulation, c'est un entraînement mental. Elle change ta posture intérieure. Au lieu de répéter ton malheur, tu cultives ton pouvoir. C'est comme un muscle. Plus tu pratiques, plus tu deviens résistant. Regarde la différence dans un dialogue interne. Version plainte. Encore un problème au travail. Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Version stoïcienne. Encore un problème. Bien. Voyons comment je vais m'entraîner à le résoudre. Le problème est identique. Mais la posture intérieure est radicalement différente. Dans la première version, tu es une victime passive. Dans la seconde, tu es un joueur actif. Et crois-moi, la vie respecte davantage les joueurs que les victimes. Je me souviens d'un ami entrepreneur qui a perdu en un mois tout ce qu'il avait construit depuis 10 ans. Pas à cause de son incompétence, mais à cause d'un changement brutal du marché. Pendant les premiers jours, il n'a pas prononcé un mot de plainte. Pas une seule fois il n'a dit « Pourquoi moi ?» Au lieu de ça, il répétait « Bon, comment on reconstruit ?» 3 ans plus tard, il avait rebâti un projet encore plus solide. Ce n'est pas de la magie, c'est de la discipline émotionnelle. La plainte silencieuse, celle qui tourne en boucle dans ta tête, est encore plus dangereuse. Les stoïciens savaient que ce que tu nourris intérieurement finit par façonner ton regard sur le monde. Si tu alimentes ton esprit avec des « c'est injuste, je n'y arriverai jamais, tout est contre moi », tu fabriques une prison mentale dont tu deviens toi-même le gardien. Refuser la plainte, même intérieure, c'est refuser de te construire ta propre cellule. La prochaine fois que tu seras tenté de te plaindre, arrête-toi et pose-toi une seule question. Cette pensée m'aide-t-elle à avancer ou me garde-t-elle sur place? Si elle te fige, remplace-la. Si elle te pousse, garde-la. C'est un entraînement, pas une transformation instantanée. Mais avec le temps, tu verras, ta posture change, ton énergie change, et les autres commencent à sentir en toi cette force tranquille, celle qui ne se laisse pas dompter par la douleur ni par l'injustice. Voilà pourquoi, selon les stoïciens, ne pas se plaindre, même en silence, n'est pas seulement une question de dignité. C'est un acte stratégique. C'est te protéger de toi-même, te donner la meilleure chance de rester debout dans un monde qui essaiera toujours de te mettre à genoux. Principe 6. L'art de la réponse lente. Maîtriser le temps entre la pensée et l'action. Il y a un espace, minuscule mais puissant,
entre le moment où quelque chose se produit et le moment où vous réagissez. Cet espace, presque invisible, est la clé de votre liberté intérieure. Les stoïciens avaient compris que la plupart des souffrances émotionnelles naissent non pas des événements eux-mêmes, mais de la réaction impulsive que nous avons face à eux. Imaginez la scène, vous marchez dans la rue, quelqu'un vous bouscule violemment sans même s'excuser. Votre première impulsion pourrait être de vous retourner, de crier ou de répondre avec colère. Mais que se passe-t-il si, au lieu de réagir immédiatement, vous prenez une seule grande inspiration et comptez mentalement jusqu'à 3? Ce simple geste ralentit votre système nerveux, permet à votre cortex préfrontal, la partie rationnelle de votre cerveau, de reprendre le contrôle, et vous empêche de céder aux réflexes primaires dictés par l'amygdale, siège de la réaction émotionnelle. Sénèque écrivait, « La colère, si elle n'est pas arrêtée au début, devient bientôt incontrôlable. » Ce qu'il voulait dire, c'est que l'émotion brute est comme une étincelle. Si vous lui donnez du combustible immédiatement, elle se transforme en incendie. Mais si vous la laissez tomber dans le vide, elle s'éteint d'elle-même. Je me souviens d'un homme que j'ai rencontré lors d'un séminaire sur le leadership. Il était à la tête d'une grande entreprise, et l'une de ses forces les plus remarquables était sa capacité à ne jamais répondre sous l'emprise de la colère. Un jour, un employé est entré dans son bureau, furieux, l'accusant à tort d'avoir pris une décision injuste. Tout le monde s'attendait à une réponse sèche, voire humiliante. Mais il est resté silencieux. Pendant quelques secondes, il a simplement observé l'homme, comme s'il pesait chaque mot à venir. Puis, calmement, il a dit, « Je comprends que tu sois en colère. Mais avant que nous parlions, prends le temps de m'expliquer tout ce que tu ressens. » Cette réaction a transformé une confrontation explosive en une conversation constructive. L'employé est ressorti apaisé, et leur relation en est ressortie plus forte. Les stoïciens savaient que la maîtrise de cet espace entre stimulus et réponse était une forme de pouvoir rare. C'est ce qu'Épictète enseignait. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur elles. Et ce jugement, justement, peut être modelé, corrigé, adouci, si vous vous donnez le temps. Dans votre vie quotidienne, appliquez cette discipline comme un entraînement. La prochaine fois que quelqu'un vous provoque, que votre patron vous critique, que votre enfant casse quelque chose d'important, imposez-vous une règle, ne répondez pas tout de suite. Respirez. Observez. Laissez passer la vague. Vous découvrirez que, dans 80% des cas, l'intensité émotionnelle disparaît d'elle-même en quelques secondes, et vous êtes alors capable de répondre avec sagesse plutôt que de réagir avec violence. Un exercice stoïcien simple. Chaque matin, imaginez que vous allez rencontrer aujourd'hui une situation qui vous mettra en colère. Préparez mentalement votre réponse lente. Voyez-vous en train de respirer profondément, de garder un visage impassible, et de choisir vos mots avec soin. En faisant cet entraînement, vous programmez littéralement votre esprit pour ralentir la réaction instinctive et choisir la réponse stratégique. Rappelez-vous, dans ce monde où tout va vite, celui qui contrôle le temps entre la pensée et l'action contrôle non seulement ses émotions, mais aussi les conséquences de toute interaction. C'est un pouvoir qui ne fait pas de bruit, mais qui change votre vie. Principe 7. Ne combat pas chaque vague. Deviens l'océan. Il y a une vérité que beaucoup refusent d'accepter. Si tu passes ta vie à lutter contre chaque petite contrariété, chaque mot de travers, chaque imprévu, tu t'épuiseras avant même d'avoir atteint la moitié de ton voyage. La vie est comme une mer infinie, et chaque jour amène ses vagues. Certaines sont douces et agréables, d'autres violentes et brutales. Mais si tu n'es qu'un nageur qui se débat désespérément contre chacune d'elles, tôt ou tard, tu seras englouti. Les stoïciens avaient compris une chose fondamentale. Au lieu de vouloir arrêter les vagues, il vaut mieux devenir l'océan. Car l'océan ne craint pas ces vagues. Il les contient. Elles font partie de lui. Imagine que tu marches dans la rue, pressé d'arriver à un rendez-vous important, et qu'un inconnu t'insulte. Ton réflexe immédiat pourrait être de répondre, de te défendre, ou même d'agresser verbalement en retour. Mais à cet instant, tu deviens une petite embarcation ballottée par le vent. Tu laisses une vague te faire perdre l'équilibre. Maintenant, imagine une autre réaction. Tu entends l'insulte, tu sens peut-être une légère émotion monter, mais elle s'éteint presque aussitôt. Tu ne t'arrêtes pas. Tu continues de marcher. Tu gardes ton cap. Tu n'as pas combattu la vague. Tu as simplement choisi de ne pas être affecté. Voilà ce qu'est devenir l'océan. Marc Aurèle disait, « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Être l'océan, c'est exactement ça. C'est comprendre que le monde continuera à produire des vagues critiques, imprévues, injustices, et que ton énergie ne doit pas être gaspillée à vouloir les supprimer.
Tu choisis plutôt de travailler sur ton esprit pour qu'aucune vague ne te renverse. J'ai connu un homme, Karim, qui avait le tempérament d'un volcan. À la moindre provocation, il explosait. Chaque vague, aussi minuscule soit-elle, devenait une tempête. Un jour, il a failli perdre son emploi parce qu'un collègue avait fait une remarque désobligeante devant toute l'équipe. Ce jour-là, il a compris qu'il devait changer. Il a commencé à pratiquer la méditation, à noter ses pensées chaque soir, et à répéter intérieurement, avant de réagir, est-ce que ça aura de l'importance dans 5 ans? Peu à peu, les vagues ont cessé de l'agiter. Non pas parce qu'elles avaient disparu, mais parce qu'il était devenu plus vaste qu'elles. Dans ta vie, tu devras choisir, être le petit bateau fragile qui se bat contre chaque remous, ou devenir l'océan qui englobe tout sans jamais perdre sa nature. Quand tu es l'océan, les vagues ne t'effraient plus. Elles deviennent simplement un mouvement naturel de ton existence. Et là, tu atteins une liberté intérieure que rien ne peut t'arracher. Principe 8. La maîtrise de soi est plus puissante que la maîtrise des autres. Dans un monde où l'on glorifie celui qui domine, contrôle et influence les autres, le stoïcien voit une vérité différente. Le plus grand pouvoir n'est pas celui qui s'exerce sur les autres, mais celui que l'on exerce sur soi-même. Les anciens Romains connaissaient bien cette idée. Sénèque, par exemple, affirmait que « personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». C'est un principe qui, à première vue, paraît simple. Mais quand on gratte un peu, on se rend compte qu'il est l'un des plus difficiles à incarner. Imagine un empereur romain. Il possède des légions, des richesses, des terres. Les peuples plient à ses ordres. Mais si, dans son cœur, il est esclave de la colère, prisonnier de ses désirs, incapable de résister à une impulsion, alors toute sa puissance extérieure n'est qu'une façade. Ce n'est pas lui qui gouverne, ce sont ses émotions. À l'inverse, prends un simple citoyen, sans fortune, sans armée. Si cet homme est capable de garder son sang-froid quand on l'insulte, de rester calme quand tout s'effondre autour de lui, et de choisir ses actions au lieu de réagir aveuglément, alors il possède une force qu'aucune armée ne peut vaincre. Souviens-toi de cette situation. Tu es dans la circulation, pressé, et une voiture te coupe brutalement la route. Ton réflexe immédiat, presque instinctif, est de klaxonner, de crier, de t'énerver. Mais imagine que, dans ce moment précis, tu respires profondément et tu te dis intérieurement, ce n'est pas moi qui vais me faire voler ma paix intérieure pour une manœuvre idiote. Tu choisis de laisser passer, non par faiblesse, mais par puissance. Parce que tu sais que ton énergie est précieuse, et que la gaspiller dans une rage stérile est un luxe que tu refuses de t'offrir. Les stoïciens considéraient l'esprit comme une citadelle. Les attaques extérieures sont inévitables, critiques, trahison, injustice. Mais tant que tu contrôles ce qui se passe à l'intérieur de tes murs, aucun assaut ne peut te briser. La maîtrise de soi devient alors un art de la guerre intérieure. Tu apprends à reconnaître les pièges de l'ego, les embuscades de la colère, les séductions des désirs impulsifs. Et tu développes des stratégies pour rester inébranlable. Un bon exercice stoïcien consiste à observer chaque jour les moments où tu perds le contrôle. Pas pour te juger, mais pour te préparer. Par exemple, si tu sais que certaines personnes déclenchent en toi de l'agacement, entraîne-toi à les écouter sans réagir. Si tu sais que ton téléphone t'aspire dans des distractions inutiles, impose-toi des moments sans écran. Ces petites victoires quotidiennes sont comme des entraînements de soldats. Elles renforcent ton autorité sur toi-même. Et voici le paradoxe. Plus tu apprends à te maîtriser, plus ton influence sur les autres augmente naturellement. Les gens sentent la stabilité chez celui qui ne se laisse pas emporter. Ils viennent chercher conseil, ils imitent ta tranquillité. Mais ce n'est pas ton but. Ton but, c'est que, même si le monde entier devient chaotique, tu restes un rocher au milieu de la tempête. Parce que la vraie victoire, c'est d'être le capitaine de ton propre navire. Principe 9. Ne cherche pas à tout contrôler, maîtrise seulement ce qui dépend de toi. Il y a une vérité dure à avaler, mais qui libère l'âme quand on l'accepte. Tu ne contrôles pas la plupart des choses qui t'arrivent. Les stoïciens l'ont compris depuis longtemps. Épictète l'enseignait à ses élèves. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Autrement dit, le problème n'est pas la pluie qui tombe sur ton mariage, ni le retard de ton train, ni la trahison d'un ami. Le problème, c'est ta réaction à ces événements. Imagine que tu marches dans la rue, un passant te bouscule, te renverse ton café. Tu as deux choix, te mettre en colère, hurler, ressasser cet incident pendant des heures, ou simplement constater que ton café est par terre et que ta journée peut continuer. Dans les deux cas, le café est déjà perdu. La seule différence, c'est ton état intérieur.
J'ai connu un homme qui passait son temps à s'épuiser mentalement sur des situations qu'il ne pouvait pas changer. Si son équipe de foot perdait, il pestait pendant une semaine entière. Si un politicien disait quelque chose qui ne lui plaisait pas, il passait la soirée à se disputer sur Internet. Pourtant, aucune de ses colères n'avait le moindre impact sur la situation. Un jour, je lui ai dit, « Tu te bats contre la pluie. Elle tombera toujours, qu'elle te plaise ou non. La seule chose que tu peux faire, c'est décider si tu veux danser sous elle ou te cacher en grinçant des dents. » Ce jour-là, il a commencé à comprendre que son énergie mentale était précieuse, et qu'il devait la protéger comme un trésor. Pense à un capitaine en pleine tempête. Il ne peut pas calmer la mer. Il ne peut pas arrêter le vent. Mais il peut ajuster ses voiles, resserrer les cordages, tenir fermement la barre. C'est exactement ce que signifie ce principe stoïcien. Arrête de te battre contre ce que tu ne contrôles pas, et investis toute ta force dans ce qui dépend vraiment de toi. Cela ne veut pas dire être passif ou résigné. Au contraire, c'est choisir de concentrer ton énergie là où elle est utile. Quand tu as un problème, pose-toi cette question simple. Puis-je agir directement dessus? Si la réponse est oui, agis sans attendre. Si la réponse est non, lâche prise immédiatement. Et c'est là que ton dialogue interne devient ton meilleur allié. Quand tu sens la colère monter à cause de quelque chose que tu ne peux pas changer, répète-toi, est-ce que je peux y faire quelque chose, maintenant, tout de suite? Si la réponse est non, tu as deux choix, soit tu continues à t'empoisonner, soit tu choisis la paix intérieure. Marc Aurèle disait, tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Réalise cela, et tu trouveras la force. Imagine la liberté que tu ressens quand tu arrêtes de gaspiller ton énergie sur ce qui échappe à ta volonté. Un exemple concret, tu attends une réponse importante pour un travail. L'email n'arrive pas. Tu rafraîchis ta boîte de réception toutes les 5 minutes, ton cœur bat, tu imagines le pire. Mais ton stress ne fera pas arriver la réponse plus vite. Ce que tu peux contrôler, c'est la façon dont tu utilises ce temps, te préparer pour l'entretien suivant, améliorer ton CV, apprendre une nouvelle compétence. De cette façon, tu transformes l'attente en opportunité. Voilà la clé. Les événements extérieurs sont comme la météo, imprévisibles et changeants. Mais ton esprit peut devenir comme une forteresse intérieure, où aucune tempête ne peut pénétrer. Et plus tu pratiques ce détachement sélectif, plus ta paix intérieure devient inébranlable. Principe 10. Ne laisse jamais tes émotions décider à ta place. Il y a un moment, dans la vie de tout être humain, où la colère, la peur ou la tristesse semblent tellement puissantes qu'elles prennent le contrôle de chaque geste, chaque mot, chaque choix. C'est comme si une force invisible t'attrapait par les épaules et te poussait à agir, non pas selon ta raison, mais selon l'impulsion brute du moment. Les stoïciens, eux, voyaient cela comme l'un des plus grands dangers de l'existence, laisser ses émotions devenir le pilote de sa vie. Imagine que tu conduises une voiture sur une route de montagne. La tempête éclate, la visibilité diminue, et au lieu de ralentir et de garder tes mains fermement sur le volant, tu passes la main à un passager ivre. Voilà exactement ce que tu fais chaque fois que tu laisses tes émotions décider à ta place. Elles peuvent être utiles comme indicateurs, mais jamais comme capitaine. Je me souviens de l'histoire d'un général romain, non pas un héros glorifié dans les livres d'histoire, mais un commandant oublié, nommé Aulu. Aulu avait mené des campagnes victorieuses pendant des années, mais un jour, une rumeur infondée selon laquelle un de ses officiers l'avait trahi le rendit fou de rage. Sans vérifier, sans écouter, il fit arrêter l'officier et ordonna son exécution. Quelques heures plus tard, la vérité éclata, il n'y avait jamais eu de trahison. Aulu avait agi dans un moment de colère pure, et cette décision le hanta jusqu'à sa mort. Cette histoire, que Sénèque aimait rappeler à ses élèves, n'était pas seulement une leçon de commandement, mais une leçon de vie. Une seule décision prise dans l'impulsion peut détruire ce que tu as mis des années à construire. Les stoïciens, à l'inverse, prenaient leurs émotions comme des visiteurs passagers. Épictète disait, « Quand une impression te frappe, rappelle-toi qu'elle n'est qu'une impression, et non la réalité. » Cela signifie que lorsque tu ressens la peur, la jalousie, la colère, ou même l'excitation, tu dois créer un espace entre toi et la réaction. C'est dans cet espace que réside la liberté. Par exemple, imagine que tu reçoives un message qui t'énerve profondément. Ta première envie est de répondre sèchement, voire d'attaquer verbalement. Mais si tu appliques le principe stoïcien, tu ne réponds pas tout de suite. Tu te dis, ce que je ressens maintenant n'est pas moi. C'est une émotion. Et cette émotion passera. Le simple fait de différer ta réponse d'une heure ou d'un jour peut transformer un conflit en conversation productive. Aujourd'hui,
Cette maîtrise est encore plus cruciale. Nous vivons dans un monde où tout va vite, où les notifications et les réseaux sociaux nous poussent à réagir immédiatement, souvent sous l'effet de l'émotion. Mais c'est précisément là que tu peux te distinguer. La prochaine fois que quelqu'un t'insulte en ligne, au lieu de répliquer impulsivement, fais un pas mental en arrière. Respire. Observe la situation comme si tu étais un spectateur, non un acteur. Demande-toi, si je regarde ça dans un an, est-ce que ça aura encore de l'importance? Dans 90% des cas, la réponse est non. Et dans les 10% restants, la décision que tu prendras sera bien plus sage si elle vient d'un esprit calme. En appliquant ce principe, tu deviens comme un capitaine stoïcien en pleine tempête. La mer peut être agitée, le vent peut hurler, mais tes mains restent fermes sur le gouvernail. Les émotions peuvent être tes passagers, parfois bruyants, parfois agités, mais elles ne touchent jamais la barre. Et c'est là que réside la véritable puissance. Non pas supprimer tes émotions, mais t'assurer qu'elles ne dictent jamais tes actes. La vérité, c'est que tu peux passer ta vie entière à chercher la paix, la confiance et la force. Mais tant que tu ne changeras pas ta manière de penser, tout ce que tu bâtiras restera fragile. Les stoïciens ne vivaient pas pour fuir la douleur. Ils vivaient pour être plus grands qu'elle. Ils ne passaient pas leur journée à craindre le lendemain. Ils faisaient de chaque instant un entraînement, une forge pour l'esprit. Aujourd'hui, tu as deux choix. Soit tu refermes cette vidéo, tu reprends ta vie comme avant, et tu continues à être ballotté par les tempêtes de tes émotions et des circonstances. Soit tu décides, ici et maintenant, que tu ne seras plus esclave de ce qui t'arrive. Que tu utiliseras chaque échec comme une leçon, chaque peur comme un défi, chaque difficulté comme une opportunité de t'endurcir. Souviens-toi, un esprit entraîné à rester calme face au chaos est un esprit invincible. Et cette force-là, personne ne pourra jamais te la voler. Pas le monde. Pas les autres. Pas même le temps. Alors, fais ce choix aujourd'hui. Commence maintenant. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux vraiment transformer ta vie à travers la sagesse stoïcienne, ne te contente pas d'écouter, pratique, applique, répète, jusqu'à ce que ça devienne ta seconde nature. Abonne-toi, et ensemble, on continuera ce chemin. Parce que ta transformation commence ici, et ne s'arrête jamais.